Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Heureux d'être là pour vous parler du chaboté et pas le chapeauté, à ne pas confondre. Merci Google qui veut nous faire une correction automatique, comme quoi Hollywood a bien fait son travail. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de secrets autour de Volt et de Argo CD. On va parler GitOps, parce que, bon, prenons une information et une base commune. Un petit compte, donc voilà, je vais le présenter après et vous saurez pourquoi j'adore faire des comptes pour enfants. On va parler un petit peu de tech avec Argo CD Volt, de la morale. Je vais éviter de faire de démos parce que c'est midi, on a tous faim, comme tu l'as très bien dit. Et passons, passons à la suite et soyons là en mode partage. Donc je me présente, je m'appelle Jérôme Masson, je suis Cloud Builder chez Whiskel. Je suis aussi formateur Volt, formateur Kubernetes sur les sujets Ops et Sécu. Quoi dire d'autre? J'aime faire des conférences et partager. Partager, ça fait la 4e conférence HashiCorp que je fais. J'ai fait les 3 HashiTalk France là, sur les 3 dernières années. J'ai eu l'occasion de faire la HashiTalk Secure cette année aussi sur les sujets de Zero Trust. Donc voilà, j'aime bien partager et surtout avec les sujets qui me plaisent. Donc les produits HashiCorp me plaisent. Je les utilise assez régulièrement. Présentation de Whisket. Whisket, c'est environ 70 passionnés depuis 2015. On a 2 bureaux, Paris-Nantes, et un bureau remote dont je fais partie. C'est plusieurs gros clients du CAC 40 et avec un chiffre d'affaires assez conséquent pour une société de cette taille-là. On accompagne nos clients. Donc moi, je suis Cloud Builder. C'est vraiment accompagner les clients sur la partie cloud, move to cloud dynamique, avec de l'expertise cube, par exemple, pour ma part, de AWS pour des collègues à moi, du GCP pour d'autres. Donc, on est vraiment là sur le move to cloud, la gestion des infra on-premise, des formations autour de techno qu'on a vu aujourd'hui, des petits logos qu'on a vus sur des slides de partenaires aussi. Donc voilà, on est un peu partout et on fait un peu tous les sujets sur toutes les stracts techniques et non techniques qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Aujourd'hui avec moi, alors je n'ai pas mes peluches parce que je suis en cours de déménagement, donc il faut que je les retrouve, mais généralement c'est mon fils qui me les prend. Donc souvent avec moi j'ai 2 petites peluches, donc Captain Cube qui sera notre storyteller et Goldie. Voilà, c'est des petites peluches de PHP and Friends pour ceux qui connaissent. Et j'ai rajouté un nouveau personnage qui est notre roi et notre expert Argo CD. J'ai aussi une peluche que j'ai réussi à avoir à la KubeCon 2022. Donc voilà, une petite peluche Argo CD aussi, mais là aussi, mon fils me l'a prise. Souvent, mes conférences sont des conférences qui sont orientées pour compte pour enfants, parce que je suis jeune papa depuis, on va dire, ça fait 2 ans et 9 mois maintenant. Et je me suis toujours posé la question de comment, pendant que ma femme était en grossesse, comment je pouvais partager ma passion à mon fils, ma passion étant la tech, Kubernetes et tout son écosystème. Et comment je pouvais partager ça. Et je me suis dit, tiens, des comptes pour enfants, ça peut être sympa. Et voilà, donc du coup, depuis, j'essaye de partager ma passion au travers de comptes pour enfants. Côté GitOps, je voulais qu'on ait une sorte de définition commune de ce qu'est le GitOps. Pourquoi? Parce qu'on a entendu aujourd'hui plein d'informations sur l'IAC, c'est important, mais il faut bien le gérer, il faut connaître son écosystème, il faut connaître son SI, il faut s'appuyer sur des modules qu'on connaît, donc du coup, ça peut paraître assez complexe et assez flippant de faire tout ça, mais en fait, derrière, il faut revenir au basique. On a beaucoup de définitions de ce qu'est le GitOps. Presque chaque produit aujourd'hui va vous dire que le GitOps, c'est une approche particulière avec une manière de fonctionner, parce que chaque produit fonctionne à ses spécificités, on va dire, ou chaque éditeur, on va dire. Et pour moi, finalement, on y retrouve toujours quelques consensus. Et c'est la définition que je voudrais qu'on ait pour aujourd'hui, pour ce petit talk-là, ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Le GitOps, c'est finalement d'avoir une source de vérité, et on va l'essayer et on va la fournir avec Git. On va avoir un outil qui applique cette source de vérité-là. Donc pour moi, aujourd'hui, ce sera Argo CD.
Et alors Argo CD pour la partie Kubernetes, hein, je fais pas encore d'IAC avec Crossplane par exemple pour faire de l'IAC avec des outils dans Kubernetes, hein. Je préfère quand même les outils HashiCorp pour ça, avec Terraform, pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet du jour. Et l'idée, c'est quand même un objectif, c'est livrer plus rapidement en réduisant les goulots d'étranglement. C'est pour ça qu'on pousse les sujets à avoir en fait un mode GitOps, après vous l'appelez comme vous voulez, mais d'avoir en fait un sujet de déploiement simple, rapide, efficace, avec une source de vérité sur laquelle je peux avoir en fait une conformité au sein de mon SI et que je puisse détecter finalement les dérives de mon SI. Côté infra, on va se positionner mentalement, parce que je disais que je ne vais pas faire partie technique, mais on va se positionner mentalement dans une infra de type AWS avec du Terraform. On va aussi parler de la problématique du développement quand je suis sur mon cluster local, souvent avec Kind, ou sur mon cluster distant, comment je pilote mes infras, comment je pilote mes environnements. Et puis finalement, Argo CD qui, lui, se retrouve un peu au milieu de tout ça, qui va déployer sur de multiples environnements. Et aujourd'hui, on aimerait bien qu'il déploie un peu plus que simplement des applications. Est-ce qu'on lui permet de déployer des secrets, pas des secrets? Voilà, c'est un peu le genre de question qu'on peut se poser. Donc je vais laisser la main à notre ami, à notre storyteller, et je vous retrouve juste après. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait le dernier fils d'un dev spécialisé dans les systèmes Unix. Il avait un chat pour seul compagnon. Il voulait se déployer dans le cluster de King K8s, mais ne savait pas par où démarrer. Le chat lui dit alors: « Donne-moi des bottes et un chapeau, et je t'emmènerai à ton cluster Kubernetes. » Le King K8s ouvrit ses portes. Le chat botté s'en alla quérir une application. Si le King K8s voulait bien la déployer. « Tenez, voici mon YAML de mon maître. Spécialiste, le marquis de YAML. Cela vous intéresse-t-il » Un peu plus tard, au début du cluster, le chat botté vit une intégration Volt pour le King K8s. Il dit alors à son maître: « Allez sur le Git, là-bas, et mettez à jour votre configuration et vos secrets. » Le King K8s qui passait par là vit la configuration du jeune maître et tenta de la déployer. Le chat se mit en route vers un expert du royaume. « Il paraît que vous pouvez aborder n'importe quel bug de déploiement. » Il lui demanda alors: « Je ne comprends pas pourquoi mon application ne trouve pas le chemin de l'intégration Volt. » L'expert lui répondit: « Il te manque une annotation dans ta définition. » Maintenant que notre petit chat avait l'accès au cluster, le dépôt Git de son maître et les paramètres pour accéder au secret, il put modifier l'application de son maître, se déployer dans le cluster, mais aussi voler les secrets. Le King CFP vit l'application et lui dit: « Pas de souci, viens dans mon cluster et je te donne les accès à mon plugin Volt. » Le chasseur arrive avec cette gestion de conformité et cette gestion d'accès à Volt, mais trop tard. Le chat botté était déjà loin, vu qu'il avait été déployé dans le cluster. Compte très court aujourd'hui, vraiment, parce que je voulais qu'on se focalise sur ça. Pour le coup, j'ai transformé un peu l'histoire du chat botté, parce que pour une fois, il est plutôt méchant que gentil. Je trouve que les chats sont assez espiègles, donc ça peut être un bon exemple de ce qui peut arriver quand on fait un déploiement avec Argo CD sur un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, dans l'idée, c'est de dire, OK, je vous ai parlé de plugin, je vous ai parlé de Volt, mais revoyons un petit peu la notion de notre infrastructure. Côté GitOps, on est d'accord. Une source de vérité, un outil qui applique la vérité, donc Argo CD qui applique la vérité dans mon cluster cible ou dans mes clusters cibles. J'ai besoin d'avoir des secrets applicatifs. Donc soit je fais des secrets raw Kubernetes et je vais me retrouver en fait dans une problématique potentielle de oui, mon chat botté, quand il arrive dans mon cluster, s'il a la capacité de déployer des secrets ou des capacités de lire des secrets ou de déployer ce qu'il veut via Argo CD, c'est souvent ça en fait la problématique, c'est qu'on laisse les devs ou les ops ou les plateformes engineers ou ce que vous voulez faire ce qu'ils veulent avec Argo CD, vous allez créer des problématiques de sécurité, de déploiement, parce qu'on pourra enrichir ses droits et récupérer des informations de secret.
Côté Argo CD, on va simplifier l'adoption du GitOps. C'est vraiment un outil que moi j'affectionne particulièrement parce qu'il va vous simplifier l'adoption du GitOps pour un cluster Kubernetes. Encore une fois, moi cible c'est Kube, c'est pas du AWS, c'est pas du GCP. Je suis agnostique de la plateforme. Je sais que je dois déployer dans du Kube. Donc Argo CD va me permettre d'adresser ce sujet-là. Je vais pouvoir déployer du Helm, du RoYAML, du Customize en mode récursif ou en mode un peu configuré. Je vais pouvoir faire une gestion des droits fins de mes utilisateurs. Je vais pouvoir le connecter avec l'OIDC des YAML. Donc le gros intérêt finalement de Argo CD, c'est qu'il va s'intégrer parfaitement au sein de votre SI. Vous allez pouvoir faire du fine-tuning dans la configuration des cibles applicatives. Et ce qui souvent va pêcher, c'est qu'une fois que vous vous dites, OK, je suis au sein de mon SI, j'ai mon équipe de dev numéro 1, elle peut faire ce qu'elle veut dans son namespace numéro 1. Si vous ne contrôlez pas les applications qui sont déployées, ben, potentiellement, vous allez avoir des soucis. Et c'est là où, en fait, la force de Argo CD peut devenir une de ses faiblesses, parce que c'est un outil qui déploie tout ce que vous voulez au niveau de l'infrastructure Kube. Et si vous ne créez pas de limitation, en fait, l'outil a des droits administrateurs sur le cluster, donc du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le gros intérêt aussi pour Argo, c'est d'avoir des extensions via plugin, donc notamment un plugin développé par IBM, dont IBM est le majeur contributeur. Je crois qu'il a été développé par IBM, qui est le plugin Vault Argo CD, qui permet directement, depuis Argo CD, d'aller déployer des applications sécurisées, donc d'injecter des secrets directement dans vos déploiements, mais via Argo CD, et pour limiter cette configuration-là. Et finalement, on va pouvoir, et c'est là où en fait on va limiter le risque de l'implémentation de Argo CD, on va pouvoir le limiter à un namespace applicatif, ce qui fait qu'il ne pourra pas déployer, c'est pas très français, il ne pourra pas déployer d'application ou de configuration qui serait cluster-wide, et donc notamment des cluster roles pour voler tous vos secrets applicatifs. Donc on va aussi se permettre en fait de faire de la configuration un peu plus sécurisée avec Argo CD, et c'est finalement l'implémentation de Argo CD au niveau de l'architecture va aussi nous permettre en fait de simplifier la configuration. Côté Vault, en fait, maintenant, il existe plusieurs intégrations. Je vous disais, il existe un plugin Argo CD qui permet en fait, alors c'est un binaire qu'on va intégrer à Argo CD via un conteneur. C'est très très simple aujourd'hui d'étendre des fonctionnalités de Argo CD. Et on va pouvoir en fait avoir un plugin Vault intégré nativement à Argo CD avec quelques annotations au sein de nos applications pour injecter des secrets aux applications sans que les applications aient une connaissance particulière de Vault. Donc ça veut dire que ça permet d'augmenter finalement cette gestion agnostique de l'environnement aux équipes d'infra pour faciliter l'adoption. C'est le gros intérêt finalement de ce plugin-là. Ça limite la configuration côté applicative et côté secret natif Kube, parce que ça va finalement masquer un petit peu ce qui se situe sous le capot de la complexité potentielle d'une configuration Vault. Alors je dis potentielle parce que la configuration Vault K8S est quand même assez simple, on va dire, à mon goût, et très très bien documenté. Et finalement, on va aussi du coup protéger notre source de vérité, parce que votre source de vérité, finalement, c'est une source d'exposition de risque, et potentiellement, vous allez vous retrouver avec des secrets qui vont leaker, parce que dans votre dépôt Git, que vous l'ayez en interne ou en externe, des fois, une fausse manip, vous allez mettre des credentials, des clés what dedans, et puis du coup, c'est fichu. Donc, j'aimais bien le talk là précédemment sur la partie Boundary Vault, pour avoir des creds temporaires. Comme ça, oui, si vous le publiez, vous êtes un peu plus tranquille parce que votre cred est temporaire, mais bon, encore une fois, il est temporaire sur la durée que vous définissez. Ou même sur l'approche NIS 2 là, de Cédric juste avant, où en fait on dit ok, on essaie de diminuer un maximum les droits, de faire du zero trust et tout, mais encore une fois, ça n'exclut pas une misconfiguration ou une erreur d'implémentation, et donc du coup d'avoir des données qui leak dans nos environnements. Donc ça, c'est la partie plugin. Petit point négatif sur la partie plugin, à mon avis, c'est que vous allez vous retrouver avec un plugin qui va avoir et concentrer tous les pouvoirs de connexion à vos environnements.
Depuis quelques années, il existe le CSI Driver, donc de Volt. Donc c'est vraiment un produit officiel du coup HashiCorp, hein, qui est inclus et qui s'installe assez simplement. Il s'appuie sur les points de montage Secret CSI, Native Cube. Et du coup, on redescend un petit peu plus proche en fait de ce qu'on se fait, ce qui se fait en termes de standard cube. Donc on va dire des standards de type CSI. On va avoir un agent qui va être configuré pour discuter avec le gestionnaire CSI Secret Volume. Et on va avoir du coup quelque chose d'un peu plus fin en termes d'accès, parce que les droits vont se rapprocher des droits cubes. Donc c'est-à-dire que votre application qui doit pouvoir déployer un secret dans Cube, et donc un secret qu'elle l'aura récupéré sur Volt, ne pourra le faire que si vous octroyez le droit avec un compte de service dans Kubernetes. Donc ça veut dire que vous allez avoir une intégration Kubernetes et Volt. Encore une fois, le Volt n'est pas obligé d'être dans le cluster Cube, il peut être à l'extérieur. Vous installez simplement donc cet agent CSI Driver et vous allez faire du mapping en disant ce compte de service-là, il a le droit d'aller récupérer ce secret-là. Et le gros intérêt derrière ça, c'est que le secret ne sera monté dans le cluster que lorsque l'application sera déployée et dont elle aura besoin du secret. Donc ça veut dire que vous allez améliorer votre gestion de secret par rapport à une fonctionnalité native de Cube, tout en évitant d'avoir le secret qui est tout le temps présent côté Cube, ou tout en évitant que le secret soit déployé si vous n'en avez pas besoin. Donc ça veut dire que vous allez limiter aussi potentiellement les impacts de secret quand votre application n'est plus là. Ça permet de limiter l'information. Et côté Git, en fait, vous allez stocker simplement des références à des secrets. Côté Volt, donc vous allez simplement dire j'ai un chemin d'accès à Volt, c'est celui-là, mais en fait, vous ne donnez pas d'information de savoir quel est le Volt de destination ou autre information. Donc il y a des informations assez limitées côté Git qui permettent aussi de protéger les informations que vous stockez dans votre source de vérité. Maintenant, si on n'aime pas les secrets natifs côté Cube, parce que côté Cube, ça reste du standard, c'est le secret en base 64, on part du principe que d'autres applis peuvent les lire. On peut avoir un mode agent côté Volt, donc un Volt Agent qui est déployé côté cluster en mode sidecar, où on a différents modes, mais voilà, on va en parler du mode sidecar. Et en fait, on va avoir les mêmes fonctionnalités que l'agent CSI, mais on va aussi rajouter des fonctionnalités de type rotation de secrets. Donc on va pouvoir avoir des secrets qui ont une rotation et donc un cycle de vie, et qui vont être mis à jour qui vont être mises à jour en fonction de comment on déploie l'information. Donc ça sous-entend aussi que vos applications soient capables de mettre à jour leur configuration à chaud. Et on va du coup pouvoir aussi profiter d'une communication exclusivement basée sur le réseau qu'une communication basée sur des fichiers ou autre, où on va devoir passer par les appels d'API avec Cube. Voilà, donc ça améliore un petit peu la communication et la configuration. Et finalement, cet agent-là, il va récupérer un token Cube pour aller communiquer avec Volt, va se faire authentifier, on va du coup truster sa connexion et du coup pouvoir lui accorder l'accès au secret. C'est surtout que ça va aussi vous permettre de faire des secrets de type credential éphémère AWS ou autre. Donc du coup, vous allez pouvoir améliorer finalement et avoir l'entièreté des fonctionnalités que vous avez avec Volt, que vous pourriez avoir avec des API standards, dans un cluster Cube pour faire des accès à du Bucket S3 ou à des applications un peu avancées, ou des certificats, de la PKI, des creds temporaires pour des DB, des choses comme ça. Je vous parlais de l'architecture multizone côté Argo CD. En fait, la vraie problématique sur Argo CD, c'est finalement d'arriver à ranger nos applications avec la visibilité de dire je vais avoir plusieurs Argo CD en cible. Donc une fois que je sais comment gérer un secret avec Volt dans Cube, en fonction de comment je choisis mon implémentation pour me faciliter la vie aussi, il ne faut pas se leurrer. Des fois, c'est pas parce que c'est simple qu'on le fait tout de suite. Il faut que ce soit simple, sécurisé. Parfait nantis, on va faire des choix et des fois on va pas les remettre en question plus tard parce que on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le mandat, on n'a pas, voilà, il y a plein de raisons qui pourraient faire que du coup une situation que vous trouviez bonne à un instant T ne puisse plus évoluer. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aussi choisir des standards et des approches plus sécurisées dès le départ. Donc l'idée de l'architecture multizone, c'est que ça vous permet d'adresser des sujets en mode multizone avec
finalement une approche de dépôt Git en tant que source de vérité avec du multi-folder ou du multi-repo, donc plusieurs sources de vérité pour vos différents clusters, avec potentiellement plusieurs Argo CD pour déployer par zone. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre des Argo CD par périmètre de sensibilité, tout en ayant finalement un cluster de management qui, lui, piloterait la configuration de ces Argo CD-là. Donc c'est-à-dire que vous enlevez une problématique que je vous disais précédemment, le Argo CD concentre tous les pouvoirs, et là, on pourrait avoir un Argo CD central de configuration qui, lui, nous permettrait d'avoir un agent Vault configuré par Argo CD enfant, que ce soit un agent, un CI/CD driver ou autre. On améliore la configuration et on limite aussi la configuration côté Vault, parce que potentiellement, si j'ai 100 cluster cubes, je dois faire 100 connexions de configuration Vault Agent sur Cube. Ça veut dire autant de configurations de management à gérer. Alors ça se gère très bien via du Terraform. C'est assez simple à configurer et finalement à paramétrer. Mais là encore, en fait, vous allez vous rajouter potentiellement des risques, des dérives, des oublis ou des problématiques de configuration ou de maintenabilité. Donc finalement, vous devez choisir toujours votre curseur en fonction de votre besoin. Et votre besoin peut aussi s'exprimer par rapport à la sécurité que vous voudrez implémenter. Donc là, du coup, l'idée de la gestion via multizone, c'est que ça vous permet d'avoir de la segmentation de propos, c'est-à-dire qu'un Argo CD numéro 1 ne peut pas travailler sur un environnement qui ne le concerne pas, tout en ayant une capacité à gérer des secrets par environnement avec peu de configuration. Parce que si la gestion des secrets est côté Argo, vous allez diminuer la configuration. Et si ça vous permet d'avoir moins de configuration côté Vault central, d'avoir des secrets qui sont partagés sur les différentes zones, et donc du coup de limiter votre maintenabilité de vos environnements. Désolé pour la sonnerie. Côté gestion de zone, ça donnerait quelque chose comme ça avec le multizone. En fait, on a un agent qui déploie dans multizone et en fait, ça limite drastiquement votre configuration. Et dans le cluster de source, donc qui est votre cluster initial de travail que vous allez truster et que vous allez sécuriser, vous ne mettez pas forcément d'accès pour les devs dedans ou des applications qui portent un risque. Vous allez simplement mettre des applications d'administration qui vont avoir des droits du coup de déployer dans l'ensemble de votre SI de configuration. Côté moral maintenant, l'idée c'est, pour moi en fait, on a le bon DevOps, c'est le bon DevOps. Alors je suis assez fan des inconnus, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai voulu la mettre celle-là. L'idée c'est qu'on a une surface d'attaque qui augmente et avec l'hybridation des SI, elle devient pharaonique. On a parlé toute la matinée, on a entendu les sujets sur la sécu, les leaks de données qui se passent en ce moment et c'est assez rageant et flippant de voir tout ça. Et en même temps, on se rend compte qu'on on peut simplement... Alors, hop, désolé. Donc ouais, je disais, en fait, l'approche aujourd'hui d'avoir une surface d'attaque qui augmente, avec les 4C, Cloud, Cluster, Container Code, on va avoir aussi, du coup, une volonté de sécuriser nos environnements, avec une adoption la conférence précédente était parfaite pour parler de ces sujets-là, en disant, OK, je veux limiter mes surfaces d'attaque avec le Zero Trust et le NIS2. Du coup, l'idée derrière ça, c'est moins je donne de privilèges à mon application, mieux je me porte. Donc, c'est-à-dire que d'avoir un agent par cluster, ça vous permet de vous faciliter la vie. En termes de sécurité, vous allez vraiment de plus en plus cloisonner, presque en micro-segmentation, les accès à votre Vault. Mais derrière, il faut vous assurer d'avoir une équipe cohérente pour gérer tout ça. Et sauf que ce qu'on voit régulièrement, c'est que c'est pas forcément les mêmes équipes, ni la taille des équipes qui fait qu'on peut avoir une micro-segmentation aussi fine, parce que les équipes qui gèrent le Vault sont souvent pas forcément les mêmes qui gèrent les applications, et sont sur des modes silotés, ce qui fait que du coup, de plus en plus, en fait, on a tendance à ouvrir alors qu'on devrait plutôt fermer. Ça, alors il y a des technos qui ont été cités précédemment pour faciliter cette configuration-là. Mais voilà, donc du coup, l'idée du list privilège, c'est de dire que je vais trouver le juste milieu pour faire de la micro-segmentation d'accès à ma sécurité, tout en fournissant un
capacité d'être proche des standards, parce que plus on va respecter un standard, plus aussi on sera agnostique de la technologie qu'on utilise. Alors, quand je parle de standards et technologie, faire du CI/CD driver, c'est le standard par excellence parce qu'il vous permet de vous connecter à d'autres stores que Vault, potentiellement des stores AWS, Azure ou autres, tout en ayant aussi la fonctionnalité avec Vault. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette approche-là du CI/CD driver. La gestion d'agents, elle apporte d'autres fonctionnalités, donc c'est vraiment des cas aux limites. Le plugin Argo CD, du coup, c'est que ça te permet du coup d'avoir une approche plutôt périmétrique en disant j'ai un agent qui déploie dans un périmètre donné. Le risque du périmètre-là et de cette sécurité-là fait que je suis moins à risque. Et donc, du coup, je me permets de faire ça. Donc, au final, voilà, encore une fois, c'est l'approche qu'on doit avoir dans cette sécurité-là et dans cette approche-là pour gérer nos secrets. Alors, les secrets, en plus de ça, on parle de secrets, souvent on parle uniquement. La première approche que moi je vois que les gens ont avec Volt, c'est souvent je veux stocker un secret, comment je fais? Mais aujourd'hui, avec l'évolution des SI, on se rend compte que nos clients font de la PKI, font du SSH dynamique, font du transit, et finalement, ça augmente aussi du coup les potentielles erreurs de configuration, parce que ça devient compliqué de gérer tous ces types de secrets-là qui sont soit des secrets dynamiques, soit des secrets statiques avec un risque fort de compromission si on configure mal les choses. Voilà. Généralement, les problèmes se situent entre le clavier et la chaise. Je vous ai mis une photo de mes chats pour vous prouver à quel point les chats sont espiègles. Et je vous dis peut-être à bientôt et à une prochaine. Merci à tous.